Bonjour à tous, bonjour Sarah. Bonjour Fabien. Et bienvenue pour cette toute première Web TV MMI. Pour l'occasion, nous recevons donc Édouard Petit. Bonjour Édouard. Bonjour Édouard. Merci d'être avec nous. Alors Édouard, vous êtes un ancien étudiant SRC de la promotion 2007-2009 et vous êtes aujourd'hui sur le monde du travail. Alors pouvez-vous nous expliquer très brièvement ce que vous faites actuellement? Alors moi je suis cofondateur et CMO d'une boîte qui s'appelle Bunker. C'est un outil qui va vous permettre de créer facilement des présentations. Mon job au quotidien, c'est de promouvoir l'application, de faire en sorte que tous les jours, on croit un peu plus que la veille. Donc c'est le développement commercial, c'est le développement en termes de marque et l'impact international qu'on peut avoir. D'accord. Donc c'est une application web que vous avez. Exactement. On sait que les applications web existent depuis un petit temps déjà, mais c'est vrai qu'elles sont en train de se développer et on en voit de plus en plus. Et donc, pour nous présenter le web, nous recevons Thomas Schmitt et Sébastien Hébert. Donc, en attendant, Édouard, est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre application, en quoi elle consiste réellement? Alors, c'est très simple. On s'est basé sur l'usage de la présentation. On pense qu'il est un peu obsolète par rapport à ce qui se fait déjà, aux outils comme PowerPoint ou Keynote. Et on a adapté à l'usage d'aujourd'hui. Donc on est sur une application qui va permettre de faire des présentations HTML5 qu'on va pouvoir lire très facilement sur tout type de support, que ce soit son PC, sa tablette ou son téléphone mobile. Et on facilite la création de cette présentation. Donc on a mis tout un tas d'outils à l'intérieur de l'application qui permettent de retrouver les données, de connecter ces applications qu'on utilise tous les jours pour créer facilement ces présentations. Donc on va par exemple pouvoir récupérer son Twitter et mettre facilement des tweets dans ses slides. Et par rapport donc à cette application, est-ce que il est visible, elles ne sont visionnables que sur Internet ou on peut les lire aussi hors connexion? Alors, c'est la force du format HTML5, c'est qu'à la fois on va pouvoir les lire quand on a une connexion Internet, mais une fois que passé cette connexion, on peut toujours continuer à les consulter de façon très simple. D'accord. Donc nous recevons Thomas Schmitt et Sébastien Hébert pour la rubrique web. Bonjour à vous. Bonjour, merci Bonjour. Sarah. Bonjour. Bienvenue dans cette rubrique web. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un professionnel du web, Adrien Morel, qui va nous éclairer un peu plus sur les différents métiers du web. Son entreprise s'appelle Le Jour se lève. Il est chef de projet. Son entreprise se situe à Rouen. Et nous l'accueillons donc. On l'accueille donc sur notre plateau. On le remercie fortement d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Donc, on a eu un petit peu de mal à trouver un invité, mais nous y voici. Mais avant de passer à son portrait, on va d'abord faire une petite rétrospective. Enfin, je vous propose de faire une petite rétrospective, sur ce que c'est que le web, ce que ça a été, étant donné que maintenant ça a un petit peu plus de 20 ans. Certains métiers ont émergé, alors je vous propose de voir tout ça tout de suite dans une petite pastille vidéo nommée Le web d'avant. Le web d'avant, qu'est-ce que c'était? Certainement pas les mêmes outils qu'à ce jour. Nouvelles performances, nouveaux ordinateurs. Mais comment faisait-on avant pour surfer sur le web? Eh bien techniquement, on utilisait les mêmes outils. Et pour bien avoir accès au portail du virtuel, il fallait avoir une souris comme maintenant. Et comme tout, il fallait bien un précurseur, maman souris et papa souris. Non, sérieusement, le vrai parent de la souris, c'est ça. Oui, un seul bouton, un morceau de bois et 2 disques perpendiculaires permettant son mouvement. Avec un seul clic, bien sûr. Et avec des déplacements inversés, pour plus d'amusement. Mais passons plutôt au clavier. Les premiers claviers étaient tout simplement des machines à écrire, c'est là qu'il est apparu en premier temps. Une lettre marquée à l'encre se colle à une feuille en appuyant sur la touche prévue à cet effet. Bon, vous avez tous déjà vu une machine à écrire. Les claviers d'ordinateur s'en sont inspirés quand on voit celui-ci. Mais ces outils étaient utilisés par des professionnels uniquement. C'est lors de la création du World Wide Web en 1991 que l'usage est devenu plus commun. À la base, le World Wide Web Consortium était prévu pour communiquer via un réseau international entre collaborateurs. Mais l'idée a été développée et de nouveaux métiers sont apparus, notamment les webmasters qui sont à l'origine de la conception des sites web. Ce sont eux qui ont créé les premiers langages de programmation web. On parle des 3 inventions à la base du www, dont l'une d'entre elles sera le langage HTML, la base de la conception d'un site. On introduit des balises, on écrit du texte à l'intérieur et il est affiché directement sur la page web via un navigateur internet. Mais pour la mise en ligne, il fallait un professionnel du réseau. C'est l'apparition de l'administrateur réseau.
Il s'occupe du stockage des informations qu'a donné le webmaster et de sa publication dans le monde, avec l'utilisation de routeurs et de commutateurs pour la première fois à grande échelle. Mais pour qu'un utilisateur lambda d'Internet puisse accéder aux pages web, il fallait un outil de recherche ainsi qu'un navigateur Internet. Dans un premier temps, Netscape a précédé Internet Explorer par Microsoft. Il permettait de naviguer sur le web si le site recherché était dans la base de données du moteur de recherche. Mais peu de sites étaient disponibles malgré leur nombre qui se multiplie. 10 000 seulement étaient définis comme fiables à la sortie de Netscape. Plus du double sont apparus lors de la mise en ligne d'Internet Explorer, qui a fini par devenir seul navigateur web de l'époque. On trouve parmi les langages inventés le langage PHP qui a permis de sauvegarder des données directement dans une base de données où les fichiers sont stockés pour le webmaster. Il permet l'interaction entre l'utilisateur et le site web. On trouve aussi le JavaScript qui fait son entrée et permet déjà de faire des actions directement sur la page web. L'apparition d'un nouveau langage a fait exploser le nombre de sites, le Cascading Style Sheet, alias le CSS. Il permet d'intégrer du design et donc de produire un véritable travail graphique sur les sites web. En un an, les sites web sont passés du nombre de 100 000 à plus d'1 million. Le métier de web designer est donc apparu, Coucou. qui consiste à s'occuper de la mise en page du site internet. Les métiers liés au web n'ont pas vraiment changé depuis cette époque, mais les possibilités de créer sont devenues quasiment illimitées. Il est désormais possible de faire de nombreuses actions sans passer par des langages trop complexes et permet donc l'accès au métier du web à tous. Voilà, à travers cette rubrique, on a vu qu'il y a eu pas mal de métiers qui sont apparus et pour illustrer les exemples cités, on a ici Adrien Morel. Je passe donc la parole à mon collègue qui va s'occuper de la suite. Adrien, vous êtes donc le chef de projet de l'agence Le Jour se lève. Quelles activités exercez-vous au sein de cette agence ? Un peu plus large que chef de projet, c'est-à-dire je gère en gros la production. Donc ça peut aller de la prise de cahier des charges au niveau du client, définition avec lui, et ensuite mise en production. Donc là, c'est là qu'on passe sur du chef de projet, gestion de l'équipe, gestion des intervenants externes, du graphisme ou des choses qu'on ne fait pas forcément en interne, et la livraison ensuite du projet au client. Après, il y a un suivi qui se fait aussi avec le client, donc ça, c'est soit moi, soit une autre personne dans l'équipe qui va le faire. Très bien. Pour nous rendre plus compte de votre travail, nous sommes allés faire un mini-reportage dans votre agence et interviewer vos quelques collègues. Bonjour, nous voici devant l'agence Le Jour se lève. Suivez-moi, je vais vous présenter l'équipe. Alors je m'appelle Thomas Lamiro, je travaille au Jour se lève, je suis développeur web ici. Moi je suis à l'Exia Saisie de Saint-Aignan. C'est une école spécialisée dans le développement en langage informatique. Nous avons des clients qui souhaitent par exemple réaliser certains sites internet pour leur entreprise pour avoir une meilleure exposition. Et donc nous nous chargeons de développer ces sites en fonction de leur cahier des charges. En fait, ça va être il va y avoir deux types de contrats entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut répondre à des appels d'offres de sociétés qui cherchent des entreprises pour leur site internet, ou ça va être le client qui va directement nous contacter avec une idée plus ou moins précise de ce qu'il veut. Alors les qualités requises pour travailler dans le web, je dirais qu'il faut être organisé, tout d'abord. Ne serait-ce qu'au niveau du code, mais aussi au niveau de la façon de travailler. Ensuite, il faut avoir un bon rapport avec le client, parce que mine de rien, il y a un échange qui se fait avant et pendant le développement du site. Alors, décrire Adrien Morel, je dirais que c'est quelqu'un de très organisé, donc justement ce qu'il faut dans ce métier, et de très pointu au niveau de la technologie. Il est au courant de pas mal de technologies web qui sont assez actuelles, et je dirais que c'est quelqu'un de très performant. Pour ce reportage, Adrien, nous allons donc passer aux quelques questions que nous avons à vous poser. Alors, tout d'abord, qu'avez-vous pensé du reportage ? Très bien, très représentatif, et puis Thomas est très bien, donc je suis content qu'il ait pu parler. Et très intéressant. Qu'avez-vous pensé ? Très intéressant. J'ai pu découvrir l'agence de l'intérieur, je connaissais de l'extérieur, mais je ne savais pas ce qui se passait. Les nouveaux locaux, Ah. attention. Adrien, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce métier ?
Alors c'est plutôt venu du fait d'une opportunité. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai toujours été très intéressé par l'informatique. Ça a toujours été vraiment, voilà, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, depuis mon premier ordinateur au collège. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu une opportunité pour travailler dans le web. À partir de ce moment-là, c'est parti, je suis resté dans le web en permanence, en fait. D'accord. Pouvez-vous nous décrire votre parcours en quelques mots? Oui, donc maths, informatique au début. Je me suis orienté dans du logiciel pur, développement logiciel. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo sur le web et du coup à un moment donné, à force de discuter avec des développeurs d'un jeu vidéo pour leur proposer des améliorations, on m'a proposé un poste. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans le web. Après j'ai fait différentes entreprises à différents postes, mais toujours en gros de la gestion de projet dans le web. Jusqu'à maintenant où ça va un peu plus loin puisque je prends quasiment la tête de l'agence. Voilà. D'accord. Et quels sont les avantages ou inconvénients dans votre métier? Il y a beaucoup d'avantages. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Je ne sais pas. Les avantages, c'est qu'on peut voir vraiment beaucoup de métiers, beaucoup de choses. C'est quelque chose de très moderne. Enfin, on est toujours proche de l'innovation. On peut être dans l'innovation ou juste à côté. En tout cas, les inconvénients, c'est peut-être que plus que dans beaucoup de métiers, il faut rester vraiment toujours à la page, se former, faire de la veille en permanence. On le fait souvent en plus du travail, donc ça peut demander un petit peu plus d'implication. Bien. Et quelles sont les difficultés rencontrées au cours de votre métier? Alors justement, suivre l'évolution des technologies. Et quand on commence à être vraiment calé dans une technologie, c'est là qu'il faut changer en général. Voilà. Donc ça peut être la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, je pense, dans le web. D'accord. Alors pour finir, on va vous poser une question clé. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant souhaitant évoluer dans ce métier? C'est très simple, je donne toujours le même. Il faut être passionné soi-même. C'est-à-dire, bon, pour tous les métiers, c'est vrai, mais il y a des métiers pour lesquels on ne peut pas se passionner. Celui-là, si à côté de ça, on ne va pas faire des projets soi-même, si on n'est pas acteur de quelque chose, ou si on ne l'a pas été un peu avant, enfin, si on ne s'implique pas, et si c'est juste un travail voilà, dans les horaires de travail, et après on n'y pense plus, le web, c'est difficile. Parce que c'est vraiment quelque chose qui évolue très vite, et qui est un peu fatigant, et qu'il faut vivre pour bien faire. Très bien, merci pour vos réponses. Merci pour vos questions. Maintenant, la parole à Thomas. Oui, on peut voir que vous avez un parcours assez chargé et que vous avez reçu certainement du coup, une formation assez complexe. Alors, je vous propose une sorte de petit jeu qui va tester justement vos connaissances culturelles sur le web, donc pas forcément sur des outils, sur des outils du web, mais des questions un petit peu plus insolites. Et je propose à monsieur Édouard Petit de participer à cette quiz pour pouvoir un petit peu le duel, quoi. C'est ça. Qui est un petit peu. Allons-y. À deux, on va y arriver quand même. Ouais, j'espère. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti pour la rubrique Le saviez-vous? Alors, première question. D'où vient le mot bug? Un bug informatique. Des cafards. Alors, première réponse, à cause des insectes qui pouvaient éventuellement se situer dans des machines. Seconde réponse, en rapport au bruit d'un ordinateur. Troisième réponse, c'est un acronyme. Ou quatrième réponse, c'est un raccourci du mot bugation. Je maintiens, moi. Je maintiens pour les insectes. Hein. Pour les insectes, Moi, je mettrais l'acronyme. l'acronyme? Non. C'est pas l'acronyme, c'est effectivement les insectes en fait, qui s'infiltraient dans les ordinateurs auparavant quand ils étaient vraiment énormes et qu'il y avait des trous partout et du coup ça faisait complètement tout planter. Et c'est pour ça que le mot bug est resté. 1 point pour Adrien Morel, 0 pour Édouard Petit. En plus, on compte les points alors. C'est ça. C'est un peu challenge. Alors il y a 10 000 € à la clé. C'est toi qui paye. C'est parti. C'est enregistré. Seconde question. Vous êtes prêts, c'est bon, je peux y aller? Pourquoi le site de Facebook est-il bleu et blanc? Réponse 1, parce que son créateur est finlandais. Non. Réponse 2, parce que son créateur est daltonien. Réponse B, les couleurs du site ont été choisies aléatoirement. Ou réponse D, les couleurs, ce sont des couleurs utilisées spécialement en informatique. Le daltonisme du fondateur. Et Oui, le daltonisme du fondateur. Ça, j'en ai aucune idée, mais il a l'air sûr de lui. c'est un peu. On va faire comme ça. Maintenant, c'est vous qui parlerez en premier. Alors effectivement, c'est bien par rapport au daltonisme de Mark Zuckerberg, donc le créateur, qui en fait ne peut voir que les couleurs bleu et blanc comme nous les voyons, et c'est pour ça que Facebook est bleu et blanc. Donc un point chacun. Malheureusement, c'est pas très honnête, mais bon. 2 à 1. Troisième question.
Qui a créé la webcam? Réponse 1, Monsieur Webcam. Réponse 2, Einstein. Réponse 3, la NASA. Ou réponse 4, des étudiants de Cambridge. Des étudiants de Cambridge. Je vais suivre là-dessus aussi. Oh. Alors oui, c'est bien des étudiants de Cambridge qui ont créé en fait à la base une petite caméra reliée à un réseau filaire pour une simple raison, c'est qu'ils étaient amateurs. Petit ami quand ils étaient pas là. Même pas, c'est même pas pour ça, ça aurait pu, mais c'est pour du café en fait, à la base. Et donc c'est beaucoup moins passionnant. C'est pour du café. Enfin, ils voulaient surveiller en fait le niveau de café dans la cafetière. Ils avaient la flemme de se lever. Du coup, ils ont créé cette webcam juste pour ne pas se lever. Donc voilà, une invention de geek. On revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être passionné pour Ouais, faire c'est ça. ça. Et ceux-là, ils sont bons en général. Et buvez du café. Voilà, bon, une fois de plus, donc ça fait 3-2. Il n'y a que la première question où Edouard Petit a répondu faux. C'est pas bon. Hein. Question numéro 4. Quel animal est représenté par le logo du système d'exploitation Linux? Réponse 1, le tigre. Réponse 2, un pigeon. Réponse 3, un manchot. Réponse 4, une girafe. On va encore avoir bon tous les deux du coup. Je t'en prie. Manchot. Un manchot. Oh. Alors, effectivement, mais est-ce que vous savez pourquoi c'est un manchot? Ça rentre pas dans le quiz, ah, vous en c'est faites ok. pas, hein. Tu peux répondre en premier chaque fois. Aucune idée. Bah, en fait, c'est tout simplement parce que son créateur a été... Était manchot. Non, Oh non. non, ça aurait été un peu plus compliqué. Non, mais il s'est fait mordre en fait par un manchot lorsqu'il était enfant dans un zoo. Et du coup, il a trouvé l'anecdote amusante et il s'est dit, il a mis le manchot en logo, quoi. Dernière question. Donc évidemment, un point pour vous deux. Hein. J'ai pas été méchant. Dernière question. Qu'est-ce qu'un Easter egg, en anglais œuf de Pâques? Alors, c'est un contenu caché sur n'importe quelle plateforme. C'est un œuf de l'Est, un email ou alors un cadeau. Encore en premier. Donc, bon, la première réponse, Ouais. le contenu La première caché. réponse, le contenu caché. Et oui, donc c'est bien ça. Donc la plupart, dans la majorité des sites web, il y en a beaucoup, comme par exemple Google ou YouTube. Par exemple, Google Do a Barrel Roll, quand on tape dans la barre de recherche, ça va faire par exemple une rotation de l'écran à 360 degrés. Donc il faut vraiment le savoir pour le découvrir, quoi. Si on fait un petit bilan, il me semble qu'Adrien Morel a eu les 5 bonnes réponses. J'ai perdu. Et qu'Edouard Petit n'en a eu que 4. Donc Adrien Morel, grand gagnant, félicitations. Merci, merci. Donc voilà, je laisse le mot de la fin à Sébastien. C'est malheureusement la fin de la rubrique. Merci encore à vous, Adrien Morel, de vous être déplacé et Merci de m'avoir invité ici, c'était très sympa. d'avoir assisté à cette rubrique aussi. On remercie aussi Edouard Petit d'avoir participé au petit quiz. Et c'est ici que s'achève donc cette rubrique web. Merci à vous deux. Merci à Adrien encore d'être venu. On a donc pu voir que le langage web se développe avec toutes les nouveautés, que ce soit HTML, CSS, JavaScript, l'arrivée d'Internet Explorer. C'était donc une sorte de révolution, on peut dire. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Edouard? Je vais poser aussi cette question. Comment intégrez-vous tout ce qui est programmation web dans Bunker? Ah bah nous, ça fait partie du cœur du projet. Le produit, c'est ce qui constitue Bunker. Donc tout repose sur la technique, tout repose sur le développement. Donc on l'intègre au quotidien, on essaye de faire en sorte que même les gens qui ne sont pas concernés par le code comprennent ce qui se passe, parce que c'est important de bien comprendre les enjeux de toute la boîte. Et donc nous, vraiment, c'est quelque chose sur lequel repose toute l'entreprise. Donc c'est au cœur de Bunker. C'est vraiment le cœur, c'est là-dessus que vous avez beaucoup joué, vous avez quasiment centré Bunker là-dessus. Bah, la technologie se base aujourd'hui sur tous ces développements-là, tous ces langages. On est obligé de comprendre un petit peu ce qui se passe pour pouvoir créer les choses et les produits de demain. En l'occurrence, nous, on a envie de changer l'environnement qui nous entoure, donc on a besoin de passer par ça pour améliorer les choses, pour les optimiser. Et donc il faut bien les comprendre pour pouvoir travailler en efficacité avec toute l'équipe. Merci. En MMI, du coup, pour vous, SRC. SRC, À l'époque. vous vous souvenez, j'imagine, qu'on nous a appris à allier développement web et design, parce que le design, c'est quand même assez important dans une application, même dans une entreprise, tout bêtement. Comment est-ce que, pour pouvoir rivaliser avec PowerPoint, il a quand même fallu que vous ayez un design qui soit à la hauteur, et comment vous y êtes parvenu à ça?
Alors, nous, dans l'équipe, on est 3 associés. Il y a Jean-Christophe Fossati qui nous a rejoint après, qui est notre CTO, qui s'occupe de toute la technique et toute l'infrastructure technique. Il n'a pas fait SRC, il est ingénieur de formation. Il y a Alexis qui a fait SRC, donc MMI avec moi, qui lui s'occupe de toute la partie front et design, donc toute la partie finalement expérience produit. Et moi, je m'occupe de toute la partie acquisition et développement croissant de la boîte. Comme le code, la partie design, c'est vraiment le dernier palier avant l'utilisateur. Donc on est obligé d'avoir une interface irréprochable. Et au-delà du beau, on a besoin de choses fonctionnelles. On a besoin que les gens comprennent l'application et puissent l'utiliser en totale autonomie. Sinon, c'est beaucoup de temps de perdu. Donc c'est un pilier important dans l'entreprise parce que c'est l'interface homme-machine. C'est vraiment là où on va créer du code, on va faire du sens pour les utilisateurs, on va créer de l'usage. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est créer de l'usage dans une application pour que les gens reviennent, pour que les gens l'utilisent au quotidien et que ça change leur quotidien. D'accord. Je vous remercie. On sait tous qu'un design paraît évident quand il est très bien fait, et on oublie que derrière ce design évident, il y a un designer et son équipe qui réfléchissent longuement à celui-ci. Et donc, pour nous présenter la rubrique com, nous accueillons Lucie et Justine sur le plateau. Bienvenue. Bienvenue Lucie, bonjour. Donc pour parler des domaines de l'infographie, aujourd'hui nous allons recevoir Xavier Nebel, qui est un infographiste et surtout directeur et fondateur de son agence Arise. Donc nous allons recevoir aujourd'hui et avec lui nous allons pouvoir parler des divers domaines de l'infographie et aussi de son activité. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être venu. Je vous en prie. Donc, racontez-nous comment vous est venue l'idée de devenir infographiste. Alors, je ne crois pas qu'un jour j'ai eu l'idée, je crois que c'est au fond de nous en fait. Il n'y a pas de réel matin où on se lève en se disant tiens, je vais être infographiste, c'est ça, c'est le boulot de ma vie. Non, on est comme ça. Moi, ma petite anecdote, c'est que j'ai commencé, je dessinais des petites maisons dans les toilettes. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'était ça mon métier. Je voulais dessiner, j'aimais l'art, j'aimais la publicité. Et je pense que c'est ça qui fait notre métier. On ne se réveille pas un matin en se disant « je veux être infographiste ». On est infographiste, point. Et au-delà de cette passion, vous avez dû suivre des études pour arriver donc à vos capacités que vous avez maintenant? Bien sûr, tout à fait. Au départ, j'ai fait comme tout le monde, j'ai voulu aller faire un bac pour faire plaisir à mes parents. C'était pas le bon choix. J'ai fait un brevet de technicien dessinateur maquettiste. Ensuite, j'ai fait un diplôme national des arts et techniques en communication visuelle, qui est l'équivalent à un BTS. Et après, j'ai été travailler, tout simplement. Justement, nos rédactrices sont parties en reportage et donc elles ont réalisé un reportage sur qu'est-ce que l'infographie. Donc je vous propose de regarder ça et on en discute après. Ok. Qu'est-ce que l'infographie ? L'infographie est un domaine de création et de manipulation d'images numériques assistées par ordinateur. Ainsi, le terme infographie désigne les graphismes produits par ordinateur. De plus, l'infographie regroupe plusieurs métiers, tels que le graphiste multimédia et pour finir l'infographiste 2D et 3D. Qu'est-ce que le métier d'infographiste ? C'est un concepteur artistique qui crée des supports de communication visuelle tels que décors de jeux vidéo, la mise en page de sites web, des affiches de publicité ou bien des films d'animation. Les qualités requises sont la curiosité, l'ouverture d'esprit, la créativité, la patience, l'autonomie, la flexibilité, être à l'aise à l'oral et avoir le sens de l'organisation. Donc dans cette vidéo, nous avons pu voir rapidement qu'est-ce qu'était l'infographie. Est-ce que vous pensez que ça correspond à la réalité professionnelle? Oui, aujourd'hui, ce qu'on a pu voir là dans votre reportage, c'est que vous décrivez un peu ce qu'est le métier. Effectivement, je suis assez d'accord dans le sens où c'est un métier qui demande d'avoir une veille créative. On se doit d'être passionné et c'est un métier qui touche aussi bien au web qu'au print. On est soit un graphiste web, soit un graphiste print. Aujourd'hui, le monde du métier va vous demander d'être un peu les deux. Aujourd'hui, à mon époque, à moi, on nous demandait d'être spécialisé.
aujourd'hui, quand vous allez vous sortir de l'école, il faudra savoir et faire du web et faire du print. Donc le reportage est plutôt bien fait. Ça répond à pas mal de questions pour ceux qui s'en posent. C'était une bonne chose. Très bien. Dans le reportage, on nous parle des qualités pour être infographiste. Selon vous, c'est lesquelles les plus importantes? Être créatif, être un vrai créatif, se poser toujours la question de est-ce que je peux aller plus loin dans ce que je fais. Vous verrez quand vous allez travailler, vous poserez forcément la question et c'est important de savoir se remettre en question tout le temps. Ne jamais rester sur ses acquis. Si vous allez réussir à faire un travail pour un client, peut-être que la fois d'après, vous ne réussirez pas. Si vous ne vous remettez pas en question, si vous ne dites pas est-ce que je ne peux pas aller plus loin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à aller chercher. Et aussi notre travail, c'est d'être en corrélation avec l'actualité. Si vous ne faites pas ça, si vous vous laissez aller en disant oui, bon, bah, c'est bon, maintenant j'ai eu mon diplôme, ce client, je l'ai satisfait, c'est bon, tout va bien, vous allez perdre ce métier. C'est vraiment un métier où on se doit d'être à l'affût. Tout le temps, de se poser toujours la question, savoir si on répond à l'attente, si on est dans l'actualité. Vraiment, c'est vraiment un métier vraiment complexe parce qu'on ne peut pas y répondre si on n'est pas au courant de tout, des tendances, de ce qui se passe. Et on parle des tendances, mais c'est pas que des tendances du graphisme, hein. Des tendances de la pub, les tendances de la mode, parce que ça va de pair. Qu'est-ce qui se passe en imprimerie? On est obligé de savoir est-ce que mon idée va pouvoir être techniquement réalisable. Donc ça, c'est uniquement lié au print, mais vous devez le savoir. Parce que si vous arrivez avec votre projet, votre client, vous lui vendez des miracles, et que finalement derrière, vous ne pouvez pas l'imprimer, c'est perdu. Donc voilà, vous êtes obligé constamment d'être en veille. C'est comme le disait tout à l'heure la personne avant moi, nos deux métiers sont quasiment les mêmes. Il faut être en veille constante, rechercher, profiter aujourd'hui des réseaux sociaux pour voir ce que font les autres, les entreprises, ce qui s'y passe. Voilà, c'est ça notre métier. C'est vraiment être des fouineurs, on fouine, on cherche, et c'est de là qu'on va créer. Justement, on a été vous rencontrer donc, dans votre entreprise The Rise à Rouen. Donc je vous propose de regarder le portrait et puis on en discute après. Nous nous sommes rendus chez un infographiste situé dans l'agglomération de Rouen. Donc bonjour, je suis Xavier Nbel, gérant de l'agence Arise, créée en février 2010. L'agence travaille essentiellement dans le milieu de la moto. L'envie était de pouvoir offrir mes compétences à plein d'autres secteurs d'activité. Car à la base, moi je suis issu de la société Yamaha Motor France, chez qui j'étais directeur artistique. Donc même si nous sommes spécialisés dans le monde du deux roues, nous avons ouvert les portes de la mode avec un studio photo et le suivi de quelques artistes et stylistes de la région. Il a fallu 4 ans pour réussir à arriver ici, avoir une vraie structure, avoir un plateau photo et toutes ces choses-là, avoir une vraie clientèle fidèle. Donc on va continuer encore avec quelques questions, notamment aussi sur vous. Est-ce qu'à votre époque, l'insertion professionnelle était difficile et aujourd'hui, comment elle est aussi? Comment a-t-elle évolué? Alors, je ne peux pas dire qu'à l'époque, elle était difficile, parce que je pense que j'ai un cursus un peu particulier. C'est que moi, j'ai quitté l'école, je voulais être patron. Donc, je ne me suis pas posé de questions et j'ai monté mon entreprise dès le départ. Et ce qui fait que ça m'a donné un réel avantage face à d'autres personnes. Quand je suis rentré chez Yamaha, c'est ce qui a fait la différence. Voilà, j'avais eu mon entreprise, donc je connaissais le marché, je savais comment parler aux clients. Ça m'a permis de rentrer très très vite et très fort dans cette entreprise. Après, aujourd'hui, je pense que c'est énormément compliqué. Il y a beaucoup de monde pour peu de place. Donc du coup, il faut vraiment être le meilleur. Et c'est là, c'est votre travail à vous, c'est vos capacités. Il faut tout le temps travailler. On en revient à ça. Il n'y a pas, faut faire vos propres projets, ce que disait encore la personne avant moi tout à l'heure. Si vous vous cantonnez à faire ce qu'on vous demande, vous ne serez pas démarqué, etc. Et c'est ça qui est important. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est ça, c'est se faire voir, faire vos propres projets. Tant pis, ça aboutit pas, tant pis, mais vous l'avez fait. Quand vous allez aller voir une entreprise, moi je reçois beaucoup de CV, beaucoup de choses, et je demande, donnez-moi un book, montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. J'ai un nombre incalculable de personnes qui me disent je n'ai pas de book. C'est un métier où si vous n'avez pas de book, vous ne pouvez pas vous mettre en valeur.
Donc il faut absolument avoir votre book, travailler, faire des projets, reprendre des pubs. Tant pis, elles sont faites, elles sont créées. Réinventez-les à votre sauce. Voilà, moi je l'aurais imaginé comme ça. C'est ça notre métier. Et c'est comme ça que vous devez réussir à vous vendre sur un marché qui est vraiment très 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 compliqué, très concurrencé. Dans le reportage, on voit que vous êtes lancé en freelance après avoir été directeur artistique chez Yamaha. C'est quoi les différences entre ces deux expériences? La liberté. C'est tout simple, c'est ça. Quand vous allez travailler pour un employeur, il va vous demander un boulot, vous allez le faire, vous allez vouloir avoir envie d'y mettre votre patte, mais vous aurez forcément quelqu'un au-dessus de vous qui va vous dire « Ah mais non, attends, c'est moi qui décide, je te dis c'est comme ça qu'on fait ». Quand vous êtes à votre compte, c'est complètement différent. On vient vous chercher, même si bien évidemment vous allez chercher le client, etc. Mais on veut travailler avec vous pour vos qualités, votre imagination, vos compétences. Donc là en gros c'est plus vous qu'on vient chercher pour ce que vous savez faire. Donc là, vous créez, c'est vous. Le travail que vous donnez à votre client, ça émane de vous. C'est pas d'un brief qu'on a créé et que vous adaptez parce que vous avez les compétences pour le faire. C'est ça la différence. Après, fondamentalement, un boulot, c'est un boulot. Hein. Que vous soyez en entreprise ou à votre compte, vous rajoutez les soucis que vous n'avez pas en tant que salarié. C'est ça. Et de ces deux expériences, du coup, laquelle a été la plus enrichissante pour vous? Les deux. Les deux parce que je pars du principe où quand on a un boulot, on le fait à fond. Et donc vous apprenez forcément. En entreprise, si vous ne le faites pas à fond, vous apprenez pas grand-chose, vous ne bousculez pas les choses établies, vous franchissez pas les portes, vous évoluez pas. C'est pareil quand on est à son compte. Si vous ne vous donnez pas à fond, vous n'avez pas de clients, vous ne travaillez pas, vous apprenez pas et on ne vous remarque pas. Donc on apprend vraiment. Enfin moi, je peux pas dire que mon parcours était plus intéressant chez Yamaha ou maintenant. J'ai vraiment appris dans les deux cas. Et encore aujourd'hui, à 37 ans, j'apprends encore énormément. Donc c'est un métier où vous apprendrez toute votre vie. Je suppose que vous avez des projets pour l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, forcément, on a tous des projets. Alors, quand on est à son compte, le projet, c'est de perdurer. Oui. Hein, donc ça, c'est le premier projet. Après, on ne va pas se mentir. On est dans un métier où le top de la carrière est très court. Là, je vais, moi, rentrer dans les seniors. Il va falloir se pencher à qu'est-ce que je vais faire en tant que senior. Hein, c'est soit je vais rester à mon compte et ça va être super, mais vous allez me pousser et dire ouais, t'es gentil, hein, t'es un senior, tu t'en vas, faut nous laisser la place. Donc mon boulot à moi aujourd'hui c'est ça, c'est de repérer les petits jeunes, soit de les installer à côté de moi et de leur dire bon ok on va travailler ensemble, peut-être pas en tant que salarié chez moi, mais je vais vous attraper, je vais vous aider. C'est ce que je suis en train de faire avec un de vos anciens élèves. Il y a les locaux qui se libèrent au-dessus de chez moi, j'essaie de le faire rentrer, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Je vais essayer d'aider les petits jeunes pour éviter de me prendre un coup de pied aux fesses et d'être dehors, tout simplement. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé des books, là vous parlez des étudiants. Justement, est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner à des étudiants qui voudraient vraiment se lancer en fait en infographie? Je crois que le premier conseil, c'est d'être passionné. Si vous faites ça en vous disant ouais c'est un super métier, c'est cool, je vais être sur l'ordi toute la journée, c'est pas un métier fait pour vous. Parce que au-delà d'être devant l'ordi, c'est de la veille, faut faire les expos, faut se renseigner, faut regarder la pub, faut tout faire. C'est vraiment un métier ultra complet, c'est pas que de l'amusement. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent oh, j'adorerais faire ton métier, c'est super sympa, tu dois te marrer, tu fais des pubs toute la journée. Bah non, il y a des jours où on se marre pas, il y a des jours c'est compliqué. Faut savoir que c'est un métier où le client vous appelle à 5 heures et vous dit il me faut le boulot dans 1 heure. Ouais mais il est 17 heures, hein. Ouais bah je m'en fiche. Voilà, c'est souvent ça. Donc le conseil c'est ça, c'est d'être passionné. C'est un métier qui va vous demander énormément d'implication. Donc si vous n'êtes pas passionné, je vous le dis vraiment franchement, du fond du cœur, ne le faites pas. Vous allez vous perdre, vous allez vous dégoûter de ce métier et au final, passez à autre chose. J'ai beaucoup d'anciens collègues de classe qui aujourd'hui ne font pas ce métier parce qu'ils se sont rendus compte que finalement ils n'étaient pas passionnés. Donc c'est dommage de passer autant d'années à faire des études, avoir des diplômes pour ne pas les exploiter. Donc voilà, être passionné. Si j'ai un conseil, c'est ça. Donc merci pour ces nombreux conseils et d'être venu sur ce plateau, d'avoir participé à notre projet. Et on vous souhaite beaucoup de réussite pour l'avenir. Merci à vous. Mais de rien. Merci à vous deux, merci à vous Xavier. Donc on vient de voir que l'infographie exige surtout de la passion. C'est vraiment un critère important. Il faut aussi être créatif, on vient de le voir. Sans créativité, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose. Vous, Edouard, comment vous avez intégré l'infographie dans Bunker? Alors, nous, on ne fait pas d'infographie au sens propre, on fait du product design. C'est vraiment la différence, c'est que le
collègue qui était à côté de moi tout à l'heure parle effectivement de transmettre un message par la création artistique finalement. Nous, le message, c'est pas forcément ce qui va importer le plus, c'est le produit, concevoir un beau produit qui soit utilisable facilement. Donc finalement, cet aspect créatif qu'on intègre dans Bunker, il doit se porter sur la façon créative dont on conçoit le produit. Qu'il soit beau, c'est pas forcément le plus important, et qu'il soit fonctionnel, c'est la priorité. Vous faites donc en priorité l'efficacité au design, c'est bien ça? Alors, normalement, le design va ensemble, c'est-à-dire que le design, c'est à la fois quelque chose de fonctionnel et d'utilisable. Donc ça, c'est important, on ne peut pas enlever au design le côté fonctionnel. Donc c'est juste qu'on a une vision un peu différente, on est moins dans la transmission de messages, on est plus dans la facilité d'utilisation. D'accord, merci. Vous parliez que le beau n'était pas ce qui avait de plus important, mais c'est quand même quelque chose qui attire le client. Et pour atteindre les 50 000 utilisateurs en un an, il a fallu quand même que vous fassiez autre chose que du beau. Il a fallu que vous fassiez une petite partie de communication quand même. Et donc, j'imagine que vos qualités de communicant ont été essentielles à Bunker, marketing, tout ça. Et donc, pour nous présenter la rubrique communication, nous recevons Marion et Mathilde. Donc, bienvenue sur le plateau. Bienvenue à vous. Bonjour Sarah, bonjour Fabien. Merci de votre accueil. De rien. Bonjour et bienvenue à notre rubrique communication. Qu'est-ce que la communication? La communication, c'est transmettre une information à une ou plusieurs personnes. On la retrouve dans différents métiers, tels que le attaché de presse ou bien journaliste d'entreprise et bien sûr chargé de communication. Et du coup, pour nous accueillir tout au long de la rubrique, nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Bourget, qui est directrice de la communication de la ville d'Elbeuf. Bonjour. Bonjour. Je vous invite à prendre le micro. Bonjour Sarah, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Donc, nous avons effectué des recherches sur vous ainsi que sur votre parcours. Nous savons que vous êtes directrice de communication à la mairie de la ville d'Elbeuf. Nous avons aussi appris que vous aviez fait une classe préparatoire Hippocagne, suivie d'un doc de lettres. Pouvez-vous nous expliquer, ainsi qu'à nos spectateurs, ce que c'est une classe préparatoire Hippocagne ? Une classe prépa, vous avez trois types de classes prépa. La classe pour les maths sup, HEC pour tout ce qui est économie et Hippocagne donc pour la littérature. Donc c'est une classe qui, comme son nom l'indique, prépare au concours des grandes écoles, notamment Sciences Po. Moi, en l'occurrence, c'était Sciences Po. D'accord. Donc voilà, c'est une formation assez généraliste qui pousse toutes les disciplines à fond. D'accord. Vous avez également suivi un IUP communication, pardon. Pourquoi ce choix ? À la base, parce que après la classe prépa, je suis allée en doc de lettres modernes. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire prof et c'était pas mon cas. Donc j'ai cherché quelque chose qui pouvait mettre en valeur tout ce qui était en rapport avec l'écrit. Et du coup, je voulais être journaliste. Et donc je suis rentrée dans ce IUP communication qui avait une formation aussi de journalisme. Et j'ai découvert la communication dans ce cadre-là. D'accord. D'accord. Et nous avons aussi observé que vous aviez fait un contrat professionnel en alternance. Qu'est-ce qui vous a poussé à finir votre carrière de cette façon ? Parce que la formation que j'ai suivie, on arrivait en master, donc en 5e année, avec beaucoup de théorie. Donc on suivait des cours de gestion des ressources humaines, de management. On apprenait beaucoup sur la communication en général, mais à un moment je me suis sentie en fin de parcours en manque de technique. J'avais juste besoin de savoir. Je savais que j'allais être amenée à des fonctions d'encadrement et j'avais besoin de connaître vraiment le métier des gens que j'allais encadrer et du coup de me confronter à la technique, d'apprendre les logiciels. Voilà, donc j'ai travaillé en alternance chez un imprimeur et c'est donc dans ce cadre-là que j'ai appris tous les logiciels, notamment la suite Adobe, à fond pendant un an pour acquérir les compétences nécessaires. D'accord. D'accord, c'est un parcours assez atypique mais très riche.
Après avoir parlé de votre formation, on va en savoir un petit peu plus sur votre métier. Pourquoi avez-vous choisi la communication institutionnelle au lieu de la communication d'entreprise? Parce qu'à la base, j'avais pas envie de vendre un produit. Voilà, la com dans l'entreprise, c'est souvent lié au marketing. J'avais pas envie de vendre un produit et j'avais pas non plus envie de m'adresser à un consommateur. On sait que dans la com, on a tendance à beaucoup valoriser les choses. Et pour moi, à partir du moment où on s'adresse au consommateur et qu'on vend quelque chose, la valorisation, ça devient plutôt du mensonge. Donc voilà, je voulais pas être vraiment dans le marketing. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les valeurs, partager des valeurs, m'adresser à un citoyen, faire passer des messages qui pouvaient être politiques ou voilà. D'accord. Et selon vous, quelles sont les compétences pour devenir un bon chargé de communication? Je pense qu'aujourd'hui, pour être un bon chargé de communication, il faut être polyvalent. Donc il faut savoir toucher, il faut savoir bien écrire, il ne faut pas faire de fautes d'orthographe, il faut savoir mener une interview, il faut savoir toucher au logiciel aussi, voilà, savoir s'adapter à toutes les situations et notamment dans la com institutionnelle où finalement autant dans une entreprise, vous allez être très sectorisé, vous travaillez pour un produit ou pour un service. Dans la com institutionnelle, vous allez toucher vraiment tout type de sujet. Donc ça demande quand même une certaine culture générale. Je suis amenée à la fois à travailler pour des thématiques comme l'urbanisme et puis les pompes funèbres ou de l'animation vraiment événementielle. Donc ça demande vraiment une polyvalence et une culture. D'accord. Donc nous avons dit que vous travaillez à la ville d'Elbeuf. Quels sont les projets, que ce soit en court terme et en long terme, pour la ville? Je dirais que la première chose, c'est de travailler sur l'appropriation des habitants. C'est-à-dire que les habitants soient fiers de leur ville, la connaissent et savent en exporter l'image. Et ensuite, la deuxième chose, c'est un défi, mais c'est justement exporter l'image de la ville et l'améliorer. Elle peut parfois avoir un petit déficit de notoriété et la faire connaître sous son bel aspect, pour ce qu'elle fait de bien et voilà, donc vraiment la valoriser, quoi. D'accord. Pourriez-vous nous décrire une journée type d'un chargé de communication? Un chargé de com ou un DIRCOM? Un chargé de com plutôt. Un chargé de com? Je dirais un chargé de com, il travaille. Il travaille sur des dossiers. En général, il suit un dossier autant sur l'aspect visuel que sur l'aspect rédactionnel. Il est amené à faire des propositions de visuels, assorties d'une note qui décrit un peu une campagne, par exemple, une campagne de communication, et puis à s'occuper du déploiement de la campagne, donc avoir les déclinaisons, pouvoir proposer des déclinaisons sur des supports, à travers les médias, organiser une conférence de presse, communiquer avec la presse. Voilà, il rédige et il touche au logiciel. Quels sont les moyens de communication dont vous avez à votre disposition? Les moyens, c'est-à-dire? Les médias, par exemple, ou les sites internet pour la ville d'Elbeuf, vous communiquez les messages sous quel... Alors, principalement du print. La plupart du temps, de toute façon, on gère un magazine mensuel, donc c'est notre principal vecteur de communication. Ensuite, on va faire évidemment des affiches, des documents, donc principalement du print. Et évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas se passer du web, donc on a également le site internet.
Et puis après, il y a deux choses vis-à-vis de la presse. Soit on les incite à parler de ce qu'on fait. Donc à ce moment-là, on leur donne clé en main Depuis la nuit des temps, dossiers de la presse, communication occupe on une place. suscite leur intérêt, on les invite à des conférences au cours desquelles le maire va développer certains projets. Soit on achète carrément des espaces publicitaires dans les magazines et les journaux pour faire notre publicité et être sûr que certains événements passent dans le journal. D'accord. Tout en parlant de moyens de communication, nous allons découvrir une production faite par les étudiants. Depuis la nuit des temps, la communication occupe une place primordiale dans le développement de la société. Celle-ci est indispensable pour partager et échanger des informations à l'aide de différents supports. Ceux-ci ont évolué à travers le temps. En 1631, le premier journal français, La Gazette, est publié, permettant aux hommes de communiquer plus facilement. Vient ensuite l'apparition du télégraphe électrique, puis du téléphone classique au XIXe siècle. La radio apparaît ensuite, permettant une communication optimale à partir du XXe siècle. S'ensuit l'apparition de la télévision dans les années 30, puis du téléphone portable cellulaire à la fin des années 80. Mais ce n'est pas la fin de l'avancée technologique. Grâce à l'armée américaine, les foyers peuvent se procurer l'accès aux connaissances avec le développement d'Internet dans les années 2000, qui apparaît également sur un téléphone portable nommé smartphone. Aujourd'hui, les nouveaux moyens de communication sont les réseaux sociaux et les applications sur smartphone. Facebook est le réseau social ayant battu tous les records. On compte en 2011 environ 21 millions d'utilisateurs en France. Twitter prend également une place importante sur la toile avec ses 1,4 million d'abonnés. L'évolution de ces différents médias a permis le développement de la mondialisation et la globalisation de l'information. Chaque personne peut donc être considérée comme un acteur de la mondialisation. D'une part par leur implication dans la société grâce aux nouvelles technologies, et aussi grâce aux réseaux sociaux faciles d'accès. Tout cela a entraîné la création de nouveaux emplois. Auparavant, la transmission d'informations passait principalement à travers la presse. Les outils de communication étaient restreints. De nos jours, grâce à la numérisation, les outils numériques se multiplient, impliquant un développement des métiers de communication. De ce fait, ce domaine est beaucoup plus attractif. Par exemple, le métier de chargé de communication nécessite une acquisition d'informations constante des tendances actuelles. Les médias révolus étaient informatifs alors que les contemporains nous entraînent à participer. Le métier de chargé de communication allie les deux. Il informe tout en poussant les gens à être actifs. Merci aux étudiants pour leur production. D'après vous, Sarah, est-ce que les étudiants ont visé juste avec cette pastille ? Oui. Oui, c'est le politiquement correct. Non. Si, le fond, c'est la polyvalence. Après, j'ai peur qu'on puisse laisser imaginer qu'il y a beaucoup de place dans le métier, parce que je pense pas que ce soit la vérité. En revanche, quand on arrive dans le métier, il faut savoir vendre assez facilement qu'on sait faire plein de choses. Et moi, je le vois soit dans les recrutements ou dans la gestion d'un service. Effectivement, quelqu'un qui est rentré, qui faisait que du rédactionnel, sera obligé à un moment amené à toucher au web et donc à en connaître les rouages. On demande aujourd'hui de plus en plus de qualité et de compétences en la matière, quoi. Savoir se servir des outils, les connaître. Voilà. Après, ce que le sujet dit, c'est que ça ouvre des nouveaux métiers. On en parlait tout à l'heure. Je pense qu'après, sur la spécificité des métiers, en agence, oui. Dans un service communication, on ne va pas aller prendre quelqu'un qui a une compétence spécifique, quoi. On ne pourra pas se permettre de prendre quelqu'un qui fait que de l'audiovisuel, par exemple. Il faudra que ce soit quelqu'un qui fait quelque chose et qui en plus a des compétences audiovisuelles. D'accord. Merci Sarah d'être restée avec nous tout au long de cette chronique, en espérant que vous ayez passé un bon moment. Merci à vous deux, merci à vous Sarah. Donc, avant que notre rubrique com s'en aille, j'aimerais que nous souhaitions tous un très joyeux anniversaire à Marion Casanovès. Son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday. Donc voilà. Merci beaucoup de votre accueil. Merci.
La parenthèse étant refermée, on revient donc à la communication rapidement avec, donc on a pu voir que les moyens de communication ont extrêmement évolué depuis l'imprimé jusqu'au web avec les réseaux sociaux qui battent tous les records. Vous, Édouard, quelle stratégie de communication avez-vous utilisée? Je suppose que vous avez beaucoup utilisé tout ce qui est Internet, par exemple les réseaux sociaux, tout ça. Ce qui est intéressant dans le reportage, c'est effectivement la place que prend aujourd'hui les nouveaux médias. Et je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Ce qui est important, c'est l'éclatement du pouvoir médiatique tel qu'on le connaissait il y a encore 20 ans, avec la télé ou le média papier comme support roi. Aujourd'hui, on a explosé tout ça, et c'est pas la communication qui s'est réinventée, c'est l'usage des gens qui a changé. Si aujourd'hui tout est fragmenté, et que, comme elle le disait, il y a beaucoup de plateformes, beaucoup de supports, c'est avant tout grâce aux utilisateurs. C'est parce que les gens ne se reconnaissaient plus dans les médias tels qu'ils existaient avant, que des plateformes tierces se sont développées, qu'Internet est arrivé. Et là, aujourd'hui, on ne peut plus avoir une vision segmentée telle qu'on la connaissait avant avec la télé et les médias puissants, puisque les gens sont partout. Et surtout, on a personnalisé les médias. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et nous, c'est quelque chose dont on se sert tous les jours. C'est que on peut se lancer, on peut créer des entreprises, on peut communiquer sur des échelles relativement importantes grâce à des médias web, parce qu'à la fois, ils ont une puissance, une force de frappe internationale que n'avaient pas les anciens médias. Et au-delà de ça, on peut être beaucoup plus précis dans l'approche médiatique de ciblage qu'avant. Avant, on ciblait la consommatrice moyenne, la mère de famille, les CSP+, on avait des grandes catégories d'utilisateurs et de consommateurs de médias. Ça, aujourd'hui, ça tend à disparaître. Effectivement, il y a toujours la télé, on consomme toujours le média de façon massive, mais ça a moins d'impact sur les gens. Les gens accordent beaucoup plus d'importance à leur smartphone, à ce qu'ils peuvent en faire, aux applications qu'ils utilisent. Et donc là, on va avoir des usages beaucoup plus ciblés, beaucoup plus précis, et qui vont dépasser les frontières. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que quand on va avoir besoin de passer un message clé, en l'occurrence, nous, on a un outil plutôt orienté sur un usage professionnel qui est pour faire des présentations, et on n'a pas de grande catégorie socio-professionnelle particulière. On va pouvoir cibler des médias clés. Je pense à LinkedIn, je pense à des plateformes professionnelles comme celle-ci, où effectivement, à la fois on est connecté à beaucoup de gens, mais on est connecté à personne, et c'est le réseau et l'accumulation de personnes qu'on va contacter qui va donner un sens à un moment donné. Donc, c'est vraiment une vision médiatique différente d'avant. C'est compliqué de voir les choses en grand tout de suite, mais ça permet à n'importe qui de faire beaucoup de choses et de partir de rien et d'arriver à quelque chose d'assez grand. C'est comme ça aujourd'hui qu'on a recruté les 50 000 personnes sur des canaux de distribution très pointus, très ciblés, où on peut toucher des gens de niche et qui, eux, vont parler de nous. Et c'est ça qui est important, et je pense qu'elle l'a aussi bien dit dans ses enjeux pour la ville d'Elbeuf, c'est que ce qu'elle souhaite, c'est que les gens qui vivent à Elbeuf se sentent engagés pour la ville et communiquent à leur place, deviennent des ambassadeurs de la ville. Ça, c'est vraiment le point ultime de l'engagement en communication, parce que d'un coup, on a créé une expérience qui était assez forte avec ces gens-là, pour qu'eux-mêmes puissent le reproduire auprès d'autres gens. Et donc, à un moment donné, on crée... Un utilisateur devient lui-même le propre média de l'application. Donc là, on commence à avoir des choses qui deviennent intéressantes et qui sont à travailler. Donc on a vraiment changé, et moi je pense en tout cas que les médias se sont décloisonnés et que le mass média tel qu'on le connaissait il y a encore une dizaine d'années n'existe plus. Voilà. Merci. Donc, les moyens de communication dont vous nous parliez justement sont surtout axés réseaux sociaux, internet, web, mais on a aussi un autre moyen de communiquer, donc, que vous avez cité aussi, qui est la télé, l'image, le son. Et donc pour la rubrique audiovisuelle, nous recevons Thibaut et Romain. Bonjour à vous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Edouard, merci. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir Yvan Vaskovit, qui est ingénieur du son, et il va nous expliquer un petit peu ce curieux métier. Donc, qu'est-ce que tu auras à dire justement sur ingénieur du son, comme on en parlait tout à l'heure? Moi, ça m'intéresse. Parce que ingénieur du son, on en parle souvent, mais au final, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Pas forcément. Donc, merci de bonjour Yvan. Bonjour. Bonjour. Et donc, vous travaillez donc à France 3 en tant qu'ingénieur du son. Tout à fait. Et pour commencer, j'aimerais vous demander
quel est tout simplement le rudiment du métier d'ingénieur de son, en quoi ça consiste tout simplement. En quoi ça consiste Je vais parler au sein de France 3 parce que c'est là où je travaille. On va toucher en fait à tout ce qui touche au son au sein de la station. Donc on va effectuer toutes les prises de son sur les reportages. On va aussi s'occuper en post-production après le montage du mixage. Donc on va réaliser tout simplement la bande son des reportages qui ont été tournés. On s'occupe aussi de la diffusion en régie finale, donc en live, que ce soit pour le journal régional ou les émissions qu'on peut avoir de temps en temps, ce qu'on appelle les PAE, c'est les prises d'antenne exceptionnelles. Et puis, de la même manière, on peut être amené aussi à partir sur un car régie pour faire des émissions en extérieur. Voilà. Donc, on s'occupe non seulement du son noble, mais aussi de tout ce qui est système d'ordre pour pouvoir communiquer entre les différents acteurs, les techniciens, les journalistes. D'accord. Voilà. Et on aimerait savoir justement dans quel type de médias, quel domaine on fait appel à un ingénieur du son. Alors, les métiers d'ingénieur du son, ça c'est très vaste. Il y a beaucoup de domaines. Il va y avoir trois grands domaines. On regroupe ces métiers. Donc l'audiovisuel qui va regrouper tout ce qui est télévision, radio, cinéma et le multimédia. Et puis on va aussi avoir tout ce qui est sonorisation. Donc là c'est comment amplifier un signal, que ce soit pour de la conférence, du concert, du spectacle vivant, dans une salle ou en plein air. Et encore un autre domaine qui va être vraiment l'enregistrement studio pour de la musique, qui est vraiment encore un domaine à part pour créer un album musical, pour tout ce qui est production musicale. Voilà. D'accord. Et maintenant qu'on commence un peu à faire connaissance, d'ailleurs, vous préférez qu'on vous voit ou qu'on vous tutoie? Je préfère qu'on me tutoie. J'ai l'habitude qu'on me tutoie. Justement. Justement, en plus, on a fait quelques recherches sur toi, parce que bon, on a quelques contacts, FBI, CIA, ça, et on s'est rendu compte que tu avais fait, avant les études d'audiovisuel, tu avais été en commerce. Ouais. Et on voulait savoir pourquoi ce changement aussi brusque dans c'était pas anodin, les études de commerce, et après le bac, j'avoue, je savais pas trop quoi faire. J'avais un bac éco. Et puis j'avais déjà une expérience dans la musique en studio d'enregistrement. Et j'ai fait 1 an d'école de commerce internationale à Paris dans l'idée de travailler dans le milieu de la musique en fait. J'avais envie de m'occuper de groupes, être impresario tout simplement. Et puis je me suis aperçu que le commerce c'était pas vraiment pour moi. Et puis j'avais un ami qui était déjà en école de son sur Paris aussi, que je voyais très souvent, et puis il me parlait de ses cours, et là ça a été le déclic en fait. Comme le commerce ne me plaisait pas tant que ça, je me suis vraiment orienté dans cette voie-là, et puis j'en suis complètement satisfait. D'accord, donc on voit que c'est vraiment une grande passion pour vous. Ouais, mais j'ai vu tous les autres invités, chaque invité parlait de leur métier et disait que c'était des métiers de passionnés, et pour le son c'est la même chose en fait. C'est vraiment, faut vraiment aimer ça parce que forcément, je sais pas comment dire, il faut vraiment être accroché, et puis parce que c'est pas forcément évident non plus, ça paraît rose comme ça, mais en sortie d'école, il y a aussi des inconvénients. Hein. Au début, on n'est pas, là je suis titulaire depuis quelques années maintenant, mais j'ai été intermittent pendant longtemps, c'est pas forcément évident, une situation évidente, très facile. Et comme expérience professionnelle, exactement avant France 3, qu'est-ce que vous avez fait Alors, France 3, j'ai commencé à travailler à France 3 parce que j'ai fait mon stage de fin d'année. En fin d'études, j'ai fait un stage là-bas, et très très rapidement, j'ai été pris en tant qu'intermittent là-bas. Mais bien entendu, quand on est intermittent, on passe par plein d'autres employeurs. Donc j'ai été chez d'autres employeurs sur la région rouennaise, des boîtes de prod audiovisuelles.
mais aussi, bon après, c'était aussi l'inconvénient, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Enfin, le principal de l'activité se situe sur Paris, et en étant à Rouen, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, faut pouvoir être mobile pour pouvoir aller travailler aussi à Paris, éventuellement. Et j'ai fait aussi un petit peu de sonorisation. Enfin, voilà, j'ai touché plus à la sonorisation et l'audiovisuel. D'accord. Et depuis ton insertion dans le monde professionnel, ouais. Pour toi, quels ont été concrètement les changements concrets entre les métiers avant France 3 et maintenant ce que tu fais à France 3? Disons que maintenant que je suis intégré vraiment en tant que titulaire, c'est différent parce que je peux vraiment justement m'impliquer beaucoup plus dans tous les projets, que ce soit dans le renouvellement du matériel, les grosses émissions qu'on va faire en extérieur. Le problème, c'est que quand on est intermittent, on n'est pas forcément inclus dans ce genre de choses parce qu'on vient que ponctuellement. J'avais des contrats en tant qu'intermittent qui allaient de 1 à 5 jours. Donc c'est très très court. Et forcément, on n'a pas de prise avec l'entreprise dans laquelle on travaille. Et ce qui m'a intéressé justement, c'est de pouvoir vraiment m'impliquer plus et vraiment participer à la vie de l'entreprise. Et puis notamment justement au son, la qualité du son en télévision, quoi. Voilà. Et vous pensez qu'il y a maintenant plus d'ouverture sur le domaine du son qu'avant ou pas? Plus d'ouverture, non. J'ai un peu l'impression que il y a de moins en moins de débouchés, malheureusement. En fait, il y a beaucoup d'écoles qui forment, mais il y a pas forcément, il y a de moins en moins de débouchés. Là, on voit par exemple que chez nous, on emploie de moins en moins d'intermittents. Donc la situation est un petit peu... Enfin, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment s'accrocher parce que les places sont chères, quoi. D'accord. Ouais. Et est-ce que ça vous dirait de faire un petit flashback dans le passé? J'ai un ami qui peut peut-être nous y conduire, de faire une petite remontée dans le temps pour justement regarder cette évolution technologique. D'accord, très bien. C'est tout de suite. Parfait. Comme ça, vous avez besoin de moi. Eh bien, vous ne pouvez pas mieux tomber. À l'instant même, je viens de finaliser mon dernier joujou. Et le voici. Avec ça, rien de plus facile que de faire un retour dans le passé. Oh, et un petit conseil. Et si un jour vous voyagez dans le temps, préparez bien vos bagages. Car on ne sait jamais quand on rentrera. Oh, ça c'est du voyage dans le temps. Nous voilà en 1895. C'est l'année où le tout premier court-métrage de l'histoire a été diffusé. Et oui, pour parler de l'audiovisuel, la case cinéma est inévitable. Le cinématographe, premier appareil à permettre ce genre de diffusion, fut créé par les frères Lumière. Des chics types au passage. Leur café est un vrai délice. Et enfin bon. Ensuite, petit saut dans le temps, enfin petit, plus de 30 ans quand même. Et c'est en 1927 que verra le jour le premier film parlant réalisé par des Américains. Et oui, dès que les Français inventent un truc, il faut qu'ils viennent forer leur nez aussi. Ce fut l'une des premières grandes avancées dans le monde de l'audiovisuel, avec l'apparition de l'image en couleur peu de temps après. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que le terme audiovisuel prit tout son sens. Le bonhomme qui a inventé ce mot a dû se dire « Comment appeler un média qui mélange l'audio et le visuel ?» Mais oui, l'audiovisuel. Et ouais, l'imagination c'est inné, que voulez-vous? Mais de nos jours, que représente l'audiovisuel? Eh bien, en plus du cinéma, il y a la télé qui s'est installée dans nos foyers à partir des années 60. Cette fois-ci, plus la peine de se déplacer dans des salles de cinéma ou ailleurs, on avait enfin le pouvoir de tout faire depuis chez nous. Une véritable révolution dans l'audiovisuel, et ce n'était qu'un début. 30 ans plus tard, la télé s'est énormément développée. Les émissions et les chaînes se démultiplient et de plus en plus d'habitants possèdent un téléviseur. Et à l'heure que la technologie semblait avoir montré tout ce qu'elle avait, la douce mélodie de la révolution se fit une nouvelle fois entendre. Hey, bon à l'époque ça rendait pas pareil, c'est sûr. C'était pas très swag comme disent les jeunes, mais internet était là, et avec lui, un nombre incalculable de nouvelles possibilités. Et on pourrait ajouter à cela un cap également décisif dans le monde de l'audiovisuel, le passage au numérique, qui représente aussi l'une des plus grandes découvertes de notre temps. Le 21e siècle a donc vu naître un grand nombre de techniques, et donc de nouveaux types de médias. Alors qu'au départ, il n'y avait que le cinéma et la télé qui nous permettaient quand même de choisir nos programmes, nous avons aujourd'hui des émissions en direct, les séries télé, les web-séries, les web TV
et bien d'autres. Et grâce à Internet, nous pouvons désormais interagir directement sur ces médias, influencer leur contenu et leur déroulement. L'audiovisuel est partout désormais. Vous regardez le dernier Star Wars, paf, audiovisuel. Game of Thrones, audiovisuel. Le journal de 20h, audiovisuel. Le talk show du samedi soir, audiovisuel. Les vidéos de chat sur YouTube, audiovisuel. Quant à ce que nous réserve l'avenir, ça je vous laisse le soin de le découvrir vous-même. J'ai un mariage en 55 avant Jésus-Christ et je voudrais pas être en retard. Allez, bon vent. Et justement, à propos de cette vidéo, j'aimerais savoir si vous-même, donc Yvan et Edouard, excusez-moi, si vous avez vécu justement un petit peu l'évolution technologique dans le domaine de l'audiovisuel. Bah, l'évolution, peut-être pas aussi loin parce que je suis pas si vieux que ça, mais oui, c'est clair que on a vu quand même les choses évoluer. J'avais déjà la télé chez moi quand j'étais petit, hein, mais ça a nettement évolué. Je note surtout en fait le passage au numérique qui est hyper important. Et c'est là où on essaie de se placer en fait maintenant. C'est tout, que ce soit une télé ou même la presse, parce que voilà, je vais parler de ce que je connais, mais au niveau de la presse, même la presse écrite, le virage du numérique a été plus ou moins bien négocié, et c'est ce qui fait la différence maintenant aujourd'hui en fait. D'accord. Et je pense que c'est encore une fois lié à nos modes de consommation. On est une génération qui est, comme on l'a très bien dit, on est né avec la télé, on a apprivoisé le média vidéo très rapidement, et on a ce besoin permanent de consommer ce média-là. Donc dans cette lignée-là, il y a de plus en plus de télé, de plus en plus de chaînes de télé, de plus en plus de programmes de télé, de plus en plus segmentés en fonction de nos besoins et de nos envies. Et aujourd'hui, un peu le but ultime, enfin le summum de tout ça, c'est Internet. Puisqu'avec Internet, n'importe qui peut produire n'importe quoi, sans reprendre l'ami Rémi Gaillard, mais qui va peut-être toucher 10, 50 personnes, mais en tout cas qui va plaire à une audience ciblée. Et c'est ça qui est intéressant. Les évolutions technologiques ont permis finalement à de plus en plus de gens d'avoir accès à de la production avec des qualités totalement différentes, effectivement, que ce soit à la télé ou que ce soit au cinéma. On n'a pas les mêmes moyens que quelqu'un qui fait des vidéos chez lui et qui les poste sur YouTube. Mais le principal objectif de tout ça, c'est que ce soit regardé par quelqu'un, parce que les gens ont besoin de cette consommation-là. Donc effectivement, il y a des virages à négocier. Il y en a qui ont décidé de ne pas changer de paradigme, qui sont restés bien cloîtrés, encloisonnés dans leur monde. Mais c'est pas grave, tant qu'ils arrivent à rester les meilleurs dans ce niveau-là, les gens continuent à regarder la télé. On n'a pas d'un coup les gens qui ont arrêté leur télé pour consommer uniquement du YouTube. Je pense qu'on ne le verra pas, ou en tout cas pas tout de suite. Il va y avoir des changements entre temps qui vont arriver. Mais donc, effectivement, on est une génération vidéo, au sens large, je pense. Et on le voit de plus en plus, c'est-à-dire que on en consomme et on a envie d'en produire, on a envie d'en regarder, d'en partager, et c'est ça la clé. Dans le domaine audiovisuel, je pense que dans les dernières années, moi je connais pas, je n'ai pas beaucoup de connaissances dans ce domaine-là, mais en tout cas en tant que consommateur de vidéos, moi j'ai vu l'évolution. J'avais une télé, j'ai plus de télé, et pour autant je regarde encore la télé sur Internet. C'est plus forcément l'outil télévision, mais c'est de la vidéo. Donc après, faut juste bien partir de l'origine de ça, c'est pourquoi et qu'est-ce que ça apporte aux gens. À partir de là, c'est qu'une question de flux et de vase communicant. Quelqu'un qui veut regarder une vidéo, que ce soit à la télé, que ce soit au cinéma, que ce soit sur YouTube, il regarde la vidéo. Donc c'est là où les changements sont intéressants à voir au quotidien, je pense. Ouais, c'est ça, c'est le développement des plateformes. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans aussi, c'est que ça développe aussi la créativité. Parce que justement, on part tous avec des moyens différents, et il est quand même possible de créer avec un iPhone ou un téléphone une vidéo si le scénario est bon. Enfin voilà, c'est vraiment une source infinie, et je trouve ça super intéressant. Et voilà, comme vous dites, c'est vrai que la technologie vient à donner plus de créativité, ou une nouvelle en tout cas, mais est-ce que vous pensez aussi que ça vient élargir votre domaine de compétences, on va dire Bien entendu, on est obligé de rester à la page, de se former, et donc forcément, en se formant et puis en se tenant à jour des technologies, on évolue de la même manière.
Ça, je pense que c'est lié à tous les métiers, tous les gens qu'on a vu passer. Il y avait un fil conducteur qui était la passion. À partir de ce moment-là, quand on est passionné par son domaine, forcément on va être attiré, on va avoir la curiosité de regarder ce qui se passe le lendemain de ce qu'on a déjà fait pour voir comment on peut optimiser ça. Tout à l'heure, mon camarade parlait d'avoir intégré un service et que ça lui a permis de voir un peu plus loin, avec un peu plus de, de précision sur des choses à long terme. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir se dire, effectivement, mon métier, c'est ça, de façon brute, comment il évolue dans le temps. Et je pense que l'audiovisuel, les personnes qui n'ont pas réussi à évoluer, c'est comme dans tous les autres domaines, ils se sont cloîtrés à un environnement. Si je m'arrête à dire je fais de la télévision, bah forcément je ne vais pas pouvoir sortir de ce cadre-là. Si je dis je fais de la vidéo, je peux faire du cinéma, je peux faire de la télé, je peux faire du web, je peux faire n'importe quoi. Tant que le scénario est bon, tant qu'il y a de la prod, tant qu'on arrive à produire quelque chose au final, le son c'est pareil. On n'est pas, comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas du son, enfin on ne fait pas de la télé, du cinéma, on fait un peu tout et après on se spécialise. C'est ça qui est important, c'est de rester à jour dans tous les métiers. Dans la communication c'est pareil, dans l'infographie c'est pareil, dans tous les métiers que je pense on forme ici en MMI, ça s'appelle comme ça maintenant, on a besoin de cette touche de passion parce qu'on fait ça au quotidien, les domaines évoluent tellement vite que si on n'a pas ça, ça s'arrête au bout de 2 ans de professionnalisme et on n'est plus à la page et on ne sert plus à rien dans les entreprises, il faut être réaliste. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que tout le monde a dit, au final un peu rester en veille, surtout quoi, rester en veille en audiovisuel, en web, infographie, comme toujours être à l'écoute de ce que veut le consommateur au final. Pas que le consommateur, oui, on était là, il y avait les citoyens, mais effectivement, il faut toujours rester au contact de ce qui est la base de notre métier pour le voir évoluer et pour évoluer avec. La question est de savoir si on sera dans le bon wagon ou on ne sera pas dans le bon wagon. Et tient qu'à nous de se mettre à la page. Avec Internet, aujourd'hui, on a tous accès à de la formation, ça devient de moins en moins cher. On a toujours accès à un expert à distance qu'on peut contacter par email. Les moyens de communication sont de plus en plus faciles, de plus en plus simples, de plus en plus accessibles pour les gens. Tient qu'à nous d'envoyer un email à quelqu'un à qui on a besoin de conseils et s'il a 5 minutes, il peut nous répondre. On a vraiment, enfin moi je trouve que la simplification de tout cet écosystème médiatique nous permet d'évoluer en permanence, de s'auto-former et de devenir meilleur tous les jours. C'est ça qui est important. D'accord, là je vais revenir un petit peu à Yvan, mais tu pourras intervenir en même temps, Edouard. Comment ça se passe ton travail au sein de France 3 par rapport au travail d'équipe, de quoi tu as besoin, de quoi tu te sers un petit peu en corps de métier C'est très varié en fait. Déjà ça va dépendre de la mission que je vais avoir pour la journée, parce qu'on a chaque jour on peut avoir un poste différent. On a un planning qui est fait, qui nous est rendu le vendredi soir pour la semaine qui suit, donc en fait on s'adapte à chaque fois, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en fait, si je vais être en reportage, le métier, ça va être... déjà, je vais m'intéresser au reportage qu'on va faire, connaître le sujet et puis les différents interlocuteurs qu'on va pouvoir rencontrer dans la journée. Préparer le matériel, calibrer avec la caméra, parce qu'on n'enregistre pas le son, c'est la caméra qui enregistre pour des raisons de synchrone, pour que le son soit synchrone, tout est enregistré sur la caméra, l'image et le son. Donc voilà, et puis ensuite, c'est de l'adaptation, on s'adapte au terrain, c'est-à-dire qu'on arrive en reportage, c'est pas toujours comme on a toujours forcément on se fait une image de ce qu'on va pouvoir tourner, ce qu'on va pouvoir faire, et puis des fois c'est complètement l'inverse, donc on s'adapte suivant les conditions du reportage. Donc voilà, en fait ça va être pour le reportage, mais après pour une émission en extérieur, on va prévoir le matériel qu'il nous faut, on va mettre en place tous les moyens techniques pour que l'émission se déroule correctement, sans pain, à l'antenne, quoi. Et histoire le but étant de délivrer un produit de qualité aux téléspectateurs. D'accord. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur comment ça se fonctionne à France 3, l'organisation qui est là-bas, on va vous proposer de regarder un petit reportage qu'on a fait à la chaîne Normande, donc qui est une chaîne locale, pour voir eux comment ça fonctionne chez eux.
Donc je suis Félix Bollet, je suis le rédacteur en chef de la chaîne normande. Alors rédacteur en chef dans une chaîne locale, ça inclut quand même de dépasser un peu cette fonction-là. Je suis également journaliste, reporter d'images et présentateur d'un certain nombre d'émissions. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est déjà polyvalent, c'est-à-dire que peu de personnes dans l'équipe peuvent se permettre d'avoir qu'une spécialité, qu'une compétence technique. C'est ce qui fait le charme aussi d'une chaîne locale, des fois sa difficulté. Donc il y a les journalistes reporters d'images, donc je rappelle qu'ils assurent les fonctions de journalistes, donc tout ce qui est travail préparatoire, calage des reportages, réaliser les interviews. En même temps, ils sont en train de filmer. Ils gèrent le son, enfin voilà, on est un petit peu des hommes orchestres. Et de retour à la chaîne, c'est eux qui assurent le montage, l'écriture du commentaire et la voix off, c'est-à-dire que c'est eux qui posent à la fin la voix sur le montage, qui font l'export. Voilà. Ce que je peux vous dire, au-delà de la chaîne normande, qui reste une chaîne assez jeune, elle a 3 ans d'existence, c'est le matériel qui évolue et le matériel est de plus en plus accessible, j'ai envie de dire, en termes de poids, de taille. Il y a une dizaine d'années, même il y a 5 ans, les caméras devaient peser 15 kg. Voilà, avec des superbes optiques, voilà, ça fait des très beaux plans, mais ça reste quand même en termes de poids pas accessible à tout le monde. C'est un vrai travail physique de tourner avec des grosses caméras d'épaule et en termes techniques, ça nécessite vraiment de bien se pencher dessus pour la maîtriser parfaitement parce que c'est assez complexe. Donc l'outil technique a été simplifié, mais on va dire que sur l'aspect technique, c'est ça, simplification, miniaturisation. Donc je pense que l'évolution, c'est évidemment Internet pour récupérer ces flux-là, pour communiquer, mais aussi l'évolution technique du matériel de prise d'image. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment être passionné, aimer son métier, avoir du talent pour sortir du lot. Et je pense qu'il faut quand même se démarquer un peu. Ayez toujours plusieurs cordes à votre arc, ne serait-ce que pour vous, pour votre enrichissement personnel, mais aussi pour les déboucher après. Plus vous aurez de compétences à faire valoir, plus vous aurez de possibilités d'intégrer et de trouver le boulot de vos rêves. On remercie donc Félix Bollet pour cette interview qu'il a su nous accorder. Et donc, Yvan, d'après ce que tu as pu voir, est-ce que tu as constaté donc des différences entre France 3 et la chaîne normande dans l'organisation et dans la manière de faire? Des différences, oui, parce que nous, on va être polyvalent, mais vraiment dans notre domaine de métier. Quoique, bon, là, par exemple, récemment, moi, j'ai fait une formation pour faire de la transmission vidéo avec un car satellite, ce qui sort de mon domaine de compétences, et c'est plus du son. Mais voilà, enfin, on recherche la polyvalence aussi, que ce soit donc en son, ce que je vous expliquais, c'est la régie, les émissions en extérieur, les prises de son, ou alors le mixage. Mais de la même manière, pour les opérateurs vidéo, il va falloir que ils vont tourner sur plusieurs postes différents. Ils vont être nodal pour les échanges d'images avec les autres régions ou pour la diffusion. Ils vont être au mélangeur pour faire la réalisation. Ils vont aussi faire toute l'infographie. Donc voilà, eux, ils sont aussi pluridisciplinaires, tout en restant dans le cadre vidéo, en fait, opérateur vidéo. On a, au niveau des journalistes, on a des journalistes qui sont et rédacteurs et qui peuvent aussi prendre la caméra en tant que JRI, journaliste reporter d'image. Donc de la même manière, là encore, il y a une pluridisciplinarité qu'on retrouve. En définitive, c'est la polyvalence. Ouais. Et puis on recherche de plus en plus ça. C'est fortement conseillé. D'accord. Et donc on a suivi un petit peu votre cursus et on aimerait savoir, pour être ingénieur son, s'il faut passer par une formation audiovisuelle après se spécialiser dans le son, ou directement on peut se spécialiser dans le son. Il y a plusieurs écoles. Moi, à ma connaissance, bon, maintenant il y a la fac d'audiovisuel, il y a le BTS audiovisuel qui est assez généraliste aussi, avec des spécialités en fin de cursus. Moi, pour ma part, j'ai fait une école du son directement, donc vraiment pour voir pour pouvoir être capable de travailler dans tous les domaines du son. Avec une spécialisation, c'est une école en 3 ans avec une spécialisation en dernière année. Mais voilà, après, le plus important, c'est d'être motivé et puis quelle que soit la formation qu'on fait, c'est ne pas s'arrêter à sa formation, vraiment essayer de multiplier les stages et les expériences à l'extérieur
pour pouvoir avoir une bonne base pour ensuite attaquer le milieu du travail, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les places sont chères, quoi. D'accord. Ouais, donc en définitive, c'est pas forcément avoir un spectre large de connaissances, mais en tout cas si on se spécialise très tôt, même si on est spécialisé, quand même, dans cette spécialisation même, avoir des expériences, avoir du vécu, en tout cas, oui. faire valoir. Et puis, il faut rester ouvert et pouvoir, comment dire, je sais pas, la formation, elle est là, mais il faut aussi travailler de son côté, quoi. C'est du travail pour pouvoir ensuite avoir des contacts, c'est du démarchage, parce qu'au début, clairement, on débute en tant qu'intermittent et les connaissances en son, malheureusement, ne sont pas forcément les seules choses sur lesquelles on va vous évaluer, quoi. D'accord. Et voilà, nous, on a un peu une formation, on va dire, multifonction, MMI, et nous aimerions savoir si vous nous conseillez, vous deux, de soit nous spécialiser ou de continuer un petit peu pas de continuer à être multifonction, mais de partir sur cette lancée, de savoir faire plusieurs choses à la fois. Non, mais c'est bien de savoir faire plusieurs choses à la fois. Après, moi je pense, c'est bien de savoir faire plein de choses, mais on peut pas tout faire bien non plus. Ouais, quoi. Voilà, c'est... Donc il y a un moment, moi si je me suis spécialisé dans le son, c'est parce que voilà, c'est ce qui m'intéressait le plus et je reste dans ce créneau-là. Après, les techniques, elles évoluent, donc on va être pluridisciplinaire dans notre domaine d'activité, mais je suis pas persuadé qu'on puisse savoir faire bien tout ce qui nous est demandé, enfin être sur plusieurs postes différents, vraiment très différents. Clairement, il y a un moment, on va être bon d'un côté et moins bon de l'autre, hein, c'est évident. Et d'ailleurs, on a remarqué que tu as été à l'étranger. C'était dans le cadre de tes études ou c'était juste dans le cadre personnel? J'ai été plusieurs fois à l'étranger, dans le cadre personnel, bien entendu, mais aussi lors de cette expérience en école de commerce, on avait un stage commercial à faire à l'étranger. Donc je suis parti 2 mois à Londres. Et c'est quelque chose que tu conseillerais aux étudiants s'ils ont l'opportunité? Dans le domaine du son, en tout cas, les langues sont ultra importantes. L'anglais est hyper important parce que toutes les innovations et toutes les innovations, malheureusement, sont faites sont en anglais. Enfin, les grosses entreprises, pour le matériel notamment, sont généralement anglo-saxonnes. Et du coup, les docs sont en anglais. Enfin voilà, il y a intérêt vraiment à maîtriser les langues étrangères, quoi. Ouais, c'est indéniable. D'accord. Nous vous remercions beaucoup en tout cas pour avoir répondu à toutes nos Merci questions. à vous. Et pour conclure un petit peu cette rubrique, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter dans votre métier? Je pensais, j'y repensais tout à l'heure, je sais pas pourquoi, mais en fait, j'étais ce week-end, on faisait une émission en extérieur pour les 40 ans du parc des Boucles de la Seine, et pour rigoler avec les collègues, on avait placé, nous, au niveau du son, il y avait une mare en fait sur le site, on avait placé un micro au niveau de la mare pour récupérer le son des grenouilles, en pensant absolument pas ne l'utiliser pour l'émission. Et pendant l'émission, le journaliste a précisé, on est dans un très beau parc, on entend même les grenouilles. Et à ce moment-là, il y avait la personne au Steadicam qui fait un plan sur la mare, et donc j'ai pu utiliser ce son. Alors c'était absolument pas prévu du tout, mais c'était assez sympa à faire. Une belle prise de son. D'accord, en vous remerciant beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous deux, messieurs. Merci Yvan. Donc, on a pu voir que l'audiovisuel, on était quand même tiraillé entre soit se spécialiser dans un domaine précis ou, si je peux me permettre, avoir plusieurs cordes à son arc. Vous, Edouard, quand vous étiez étudiant SRC, est-ce que vous étiez attiré par l'audiovisuel? Alors, l'audiovisuel,
on a eu une période où on a eu beaucoup d'audiovisuel, on a pu vivre ça de l'intérieur. C'est vrai que c'est un domaine qui nous séduit un peu tous parce qu'il y a la caméra, il y a les images, c'est toujours intéressant. Après, je pense qu'effectivement, il faut avoir une passion parce que c'est des métiers où on passe énormément de temps, où il y a beaucoup de choses qui évoluent très vite. Et c'est là où moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas cette passion particulière pour le métier de l'audiovisuel. J'avais plus la passion pour la consultation d'audiovisuel, qui était un peu différent. Donc effectivement, je rejoins le discours de tout à l'heure. C'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc, mais on ne peut pas être passionné de tout. Parce que sinon on est un peu passionné de rien, donc on ne peut pas se mettre à jour sur tout. Donc c'est bien aussi d'avoir un domaine d'expertise qui est souvent quelque chose qui nous intéresse plus déjà personnellement, pour y passer du temps, rencontrer des gens, voir des expos, faire un carnet d'adresses. Tout ça, c'est des petites choses qui nous paraissent un peu dérisoires quand on est étudiant. On dit que c'est pas là-dessus qu'on va venir juger. Et pour autant, c'est ces petits faits qui vont faire des déclics dans vos carrières. Rencontrer un professionnel de votre métier qui va vous expliquer des choses. Des fois, c'est ce genre de conseils qui vont vous faire gagner 6 mois. Aller voir des expos, vous enrichir culturellement parlant. C'est toujours bon à prendre et c'est ce qui des fois fait la différence face à quelqu'un qui a le même CV que vous. Moi je me rappelle à mon époque où on était en SRC, finalement quand on sort tous d'ici, on a beau avoir fait des petites choses différentes, des stages un peu dans différents endroits, on a tous le même CV. On a tous un stage, on a tous 2 ans d'école et on cherche tous quelque chose après. Ce qui va faire la différence, c'est pourquoi vous ? Pourquoi vous ? D'où vous venez ? Qu'est-ce que vous avez fait à côté ? Le book, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on est à pas grand-chose de faire des choses, d'avoir l'occasion de faire les choses par nous-mêmes, par nos moyens. Vraiment, c'est le conseil que je peux donner. Faites les choses par vous-même dans votre domaine d'activité, ce qui vous passionne. Soir et week-end, passez votre temps à faire ça. Parce que c'est ce qui fait la différence derrière. C'est ce qui fait que vous êtes un passionné, que vous n'avez pas besoin de le justifier. Quand vous voyez quelqu'un qui veut faire de l'audiovisuel et qui a déjà sur sa chaîne YouTube 200 vidéos, ouais, il y a peut-être des trucs nuls, il y a peut-être plein de choses à améliorer, mais le mec, ça fait 6 mois qu'il fait que ça, tous les jours, toutes les nuits, et il n'y a pas à se poser la question s'il est passionné, il l'est. Enfin, à partir de là, on n'a pas besoin de lui demander. Et ça fait toute la différence. C'est vraiment des choses qu'on néglige quand on est étudiant. N'hésitez pas à vous lancer, à faire des choses. Personne ne vous reprochera d'avoir fait des choses. Et on pourra se moquer de vous, mais à la fin, je vous assure vraiment que ça fait la différence. C'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je pense qu'il faut être spécialiste dans son domaine et toujours chercher à être le meilleur. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu très rapidement votre parcours universitaire, Edouard, s'il vous plaît ? Alors moi, j'ai eu un bac S, parce que c'était bien d'avoir un bac S. Je ne savais pas trop pourquoi j'étais dans cette formation-là, parce que j'étais bon en maths et en physique. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? J'avais pas envie d'être ingénieur. C'était pas quelque chose qui me plaisait. Je me suis retourné par passion vers des choses plus créatives. Je faisais déjà beaucoup de choses sur Photoshop, je me suis amusé à faire des sites web pour mon club de hand, enfin voilà, essayer de faire des petites choses par moi-même. Et spontanément, je me suis dit que j'avais envie de creuser les domaines de la création. C'est pour ça que je suis arrivé en SRC. Et en SRC, j'ai découvert beaucoup de choses. C'était vraiment, j'appelle ça la boîte à outils, c'est comme ça que je présente la formation à tous ceux qui me demandent ce que j'ai fait. On apprend beaucoup de choses, on apprend à faire plein de choses et on sait surtout rien faire à la fin, c'est ce que je dis aussi souvent, parce qu'en fait, on nous donne les bases de tout, mais on est capable de faire en autonomie pas grand-chose. Et ça, c'est important parce que finalement, il vous manque un petit déclic à vous former, faire des choses par vous-même ou vous spécialiser dans les formations au-dessus qui va vous permettre d'être un expert tout en ayant derrière un background sur des domaines créatifs très larges. Et ça m'a toujours servi. Ensuite, je suis parti vers des métiers de la communication. Donc je suis allé jusqu'au Master 2 en communication. Je me suis spécialisé plus sur la partie stratégie, mais ça ne m'a pas empêché de toujours pouvoir parler aux créatifs, de toujours pouvoir parler aux boîtes de prod, parce que j'avais déjà fait ça. Et c'est des choses qui font des fois la différence. Et quand vous parlez à quelqu'un de son métier, et que même si vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il fait, vous comprenez ce qu'il vous dit, et vous êtes capable de le driver sur certaines choses, ça fait la différence professionnellement. Donc ça aussi, c'était quelque chose de très important. SRC m'a permis de trouver ma voie. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que j'aimais bien la création, mais je n'étais pas créatif. C'est encore quelque chose d'autre. Je pense que c'est une part de talent et je ne l'avais pas en moi. Donc je me suis orienté vers les choses un peu plus simples, le marketing, la communication, où là, il y a plein de choses à découvrir et à apprendre. Mais ça n'empêche que derrière, j'ai toujours eu cette sensibilité à tous les métiers de la création au sens large, notamment sur Internet.
Voilà. Bien, merci. Je te propose de continuer, Fabien. Très bien. Comment vous est venue l'idée de créer Bunker, précisément? Alors, l'idée, elle nous est venue de façon assez simple. On travaillait en agence de communication, du parcours logique qu'on avait fait. Je parle de nous parce que j'étais toujours en relation avec mon camarade de classe SRC, Alexis. On travaillait en agence de communication. Tous les jours, on faisait des PowerPoint. Tous les jours, on était confronté au problème de la slide. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on passait au moins autant de temps à créer le support qu'à réfléchir à ce qu'on allait mettre dedans. À partir de là, on s'est dit qu'il y avait une vraie problématique dans notre métier de consultant, c'est que on était payé pour réfléchir et on passait 50% de notre temps à produire un support qui n'avait pas forcément de la valeur, si ce n'est l'idée qu'on avait mis dedans. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut redonner du temps? On se redonner du temps à la réflexion plus qu'au support. Donc comment on va réussir à créer un outil qui va nous permettre d'aller plus vite dans la création des slides. Et c'est là où on s'est dit il manque une connexion avec les données qu'on doit présenter. Finalement, si on décompose un petit peu le support de présentation, c'est des choses qu'on présente sur une feuille. Donc on s'est dit comment on peut connecter toutes ces données au sein d'un bunker. C'est aussi là d'où vient le nom. On va pouvoir connecter toutes ces données à l'intérieur et très rapidement faire des supports de présentation simples, intuitifs, qui ne vont pas nous prendre de temps à la conception. Je prends l'exemple, pour faire la suite avec l'audiovisuel, on a pas mal de clients dans l'audiovisuel qui travaillent beaucoup avec YouTube. Et aujourd'hui, quand ils font des supports de présentation et qu'ils utilisent un outil comme PowerPoint ou Keynote, ils doivent exporter les vidéos, ils doivent les mettre sur leur PC, ils doivent les mettre dans les supports. Ces supports sont très lourds. Nous, ce qu'on propose, c'est de connecter directement YouTube. Comme ça, il récupère ses vidéos et il a directement son support de présentation. Donc, on s'est appuyé uniquement sur l'évolution des usages. On s'est dit qu'aujourd'hui, toutes les données qu'on avait, elles étaient majoritairement sur Internet. Donc, si on connectait Internet avec un outil de présentation, on gagnait énormément de temps. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Aujourd'hui, vous en êtes à la 3e version de Bunker, il me semble. C'est ça. Après une bêta, une version 1 et une version 2, 50 000 utilisateurs, 10 employés, il me semble. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, après aussi avoir levé 1,4 million Exactement. On a eu d'euros? une étape assez importante là, la semaine dernière. On a annoncé une levée de fonds qui va nous permettre justement de continuer notre croissance et notre développement. C'est une étape importante parce qu'elle va nous permettre de structurer l'équipe, de continuer la croissance d'utilisateurs et aussi de faire le produit parfait. C'est vraiment notre but ultime, c'est d'arriver à créer l'expérience pour tous les professionnels qui font des présentations ultimes, pour que quand ils arrivent sur Bunker, ils puissent très rapidement et très facilement faire des présentations sans passer de temps. Donc ça, c'est vraiment notre but. Cet argent va servir essentiellement à ça. C'est une étape importante parce qu'effectivement, ça va nous permettre de grossir, d'être encore plus à l'international et de continuer à mener ce combat contre le temps passé sur les slides. Est-ce que vous comptez continuer à recruter, j'imagine, puisque vous venez de dire que vous vouliez grossir, et vous comptez vous implanter à l'étranger ou vous comptez rester sur Rouen, France? Alors aujourd'hui, on est à Rouen, effectivement. On est dans un nouveau bâtiment qui s'appelle Scène-Innopolis, qui est dédié au numérique. On envisage de rester là à court et moyen terme parce que l'environnement est très intéressant pour nous. On est proche de Paris, on a une surface qui est relativement grande, il y a des développeurs de très bonne qualité et on arrive à en faire venir quelques-uns depuis Paris. La France en tant que telle, c'est vraiment un endroit idéal pour monter ses startups et on en est convaincu, même si on entend beaucoup et souvent le contraire. Faut savoir qu'on a des gens qualifiés qui permettent de faire ce qu'on a besoin de faire. Donc on a des ingénieurs en France qui permettent de développer des applications qui sont très bons. On voit tous les jours des Français qui rejoignent la Silicon Valley pour aller bosser là-bas. Nous, on est convaincus qu'on peut monter des grandes choses en France et qu'il suffit juste de se tourner vers l'international et d'avoir des ambitions un peu plus loin que juste se focaliser sur la France pour réussir. Donc aujourd'hui, on arrive encore à le faire depuis Rouen. À l'avenir, on ne sait pas vraiment ce qui nous réserve. Peut-être que d'ici un an, on aura besoin d'ouvrir une structure à l'étranger. On ne sait pas encore où, on ne sait pas encore comment, mais effectivement, aujourd'hui, il y a 90% de nos utilisateurs qui sont hors de France. Donc il va falloir que, ne serait-ce que pour des problématiques de fuseau horaire et de gestion de la relation client, on puisse être sur des fuseaux horaires différents pour répondre à tout le monde. Une dernière question, Fabien? Oui, est-ce que vous auriez des conseils pour les jeunes entrepreneurs? Moi, vraiment, ce que je conseille à tous les jeunes, de manière générale,
c'est de faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est de faire ce qui les motive tous les jours. Il n'y a rien de plus intéressant que de se lever le matin en sachant pourquoi on va travailler. Lancez-vous, la création d'entreprise c'est un formulaire, n'hésitez pas à monter vos structures, ça ne vous prend pas beaucoup de temps, ça va vous permettre d'avoir de l'expérience, et ça c'est aussi quelque chose qui va faire la différence par la suite, et que moi vraiment depuis 2 ans avec mes associés, je pense qu'on n'a jamais autant appris que par ces 2 années d'entrepreneuriat, parce qu'on voit les problèmes dans son ensemble, que ce soit d'un point de vue social, que ce soit d'un point de vue de l'entreprise, que ce soit d'un point de vue personnel, on est vraiment à l'écoute de tout ce qui se fait et c'est vraiment très intéressant. Merci à vous. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à notre première Web TV MMI. Merci Edouard Petit d'être venu aujourd'hui. Merci Ivan. Merci à nos 2 chroniqueurs. Merci à tous nos chroniqueurs. Et merci à toute l'équipe rédactionnelle. Merci Sarah aussi. Merci à l'équipe technique aussi, et aux professeurs et aux professionnels qui ont pu nous permettre de réaliser cette émission. Vraiment, c'était une superbe expérience. On aura tous de très très bons souvenirs. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Web TV peut-être. Je joue en grand verre d'eau parce que. Ah, tout à fait, il faudra mettre du chauffage quand même. Oh, même du chauffage, tu exagères. Tiens, attends-le.